Et le quartier Nord, c'est un quartier qu'on connaît bien dans la capitale. Il reste aujourd'hui toujours un quartier difficile au niveau de sa sécurité. Entre la prostitution, le trafic de drogue et d'armes, eh bien, la cohabitation avec les commerçants et les riverains est évidemment source de nombreux conflits. En début de semaine, la commune de Schaerbeek a décidé de prolonger l'interdiction de vente d'alcool après 20h. Alors, est-ce une mesure efficace? Nous allons en parler tout de suite avec Olivier Sloss, qui est chef de la zone de police Bruxelles-Nord. Bonjour. 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 Alors, juste, voilà, on a planté un petit peu le décor, mais avant d'aller plus loin avec vous, nous allons entendre Cécile Jedogne, qui est la bourgmestre de Schaerbeek, dans un reportage de Romain Van de Nevel et Frédéric Dehaenaut. Des résultats dits encourageants, c'est ce qui ressort du rapport de police sur les mesures concernant la vente d'alcool dans le quartier Nord. Alors on a constaté d'une part une légère baisse de la criminalité pendant cette période, mais aussi le fait que pour la police, l'interdiction de rassemblement, principalement autour justement de ces lieux de vente, de consommation, enfin de vente d'alcool, a vraiment permis de diminuer et de faciliter le travail de la police. Certaines de ces mesures sont prolongées jusqu'au 15 février. L'interdiction de la vente d'alcool de 20h à 6h du matin, exception faite aux restaurants, aux débits de boissons et aux services de livraison. Il est aussi interdit d'être en groupe de plus de 5 personnes dans l'espace public. La bourgmestre pourrait même aller jusqu'à garder les mesures de façon définitive. Nous devrions en effet passer une ordonnance de police au niveau du conseil communal. Donc ce n'est plus un simple arrêté du bourgmestre qui pourrait être pris. Donc ici, dans le cadre d'une prolongation d'un mois, c'est possible. Nous devons, et nous réfléchissons déjà, à des mesures qui s'inscriraient dans une plus longue durée. Du côté des commerçants, les avis sont partagés. Certaines associations et commerçants reconnaissent une amélioration dans le quartier Nord. D'autres, en revanche, ne sont pas du même avis. Il n'y a rien qui change pour nous. Ils sont là. Qu'ils vendent de l'alcool ou pas, ils iront prendre un peu plus loin. Je veux dire, d'ici 200-300 mètres, il y a des magasins qui vendent de l'alcool. Même si à la place, ils n'y vendent pas. Après une certaine heure, ils savent se procurer de l'alcool comme ils veulent. Reste à voir si ce nouveau prolongement confirme cette tendance. La réponse dans un mois. Voilà, donc on a entendu la bourgmestre Cécile Jedogne dire que visiblement, en tout cas, cette interdiction avait des effets plutôt bénéfiques. Est-ce que vous, sur le terrain, vous confirmez cette information ? En effet, elle citait un rapport de police qui était effectivement fait par nous. Donc c'est clair que la réduction de l'accès à certains produits dont l'alcool est intéressant pour nous, parce que l'alcool, tant comme les stupéfiants ou d'autres produits, sont, en ce qui me concerne, des amplificateurs de situations problématiques. Donc c'est vrai que c'est un secteur, il y a un hypercentre là qui va de la place Saint-Lazare jusqu'à la rue de Quatrecht où il y a vraiment beaucoup de gens qui restent, qui stagnent, des personnes en errance, parfois des personnes un peu troublées. Donc le fait, et c'était constaté par le quartier, par les gens qui travaillent, qui sont dans le quartier, par les policiers, que ces magasins où l'alcool est vendu étaient vraiment des endroits où s'agglutinaient des groupes entiers qui, au fil des heures, développaient des comportements très problématique pour tout le monde en fait qui est dans le quartier. On entendait un habitant dire mais finalement ça ne va rien changer, ils vont simplement aller acheter leur alcool ailleurs, un peu plus loin. Est-ce que ça déplace le problème ? Je ne sais pas si ça déplace le problème. C'est vrai que les produits comme l'alcool sont accessibles autre part, mais c'est vraiment une mesure qui est taillée sur le constat qu'on faisait et que le quartier faisait aussi, que c'était des points de rassemblement avec comme résultat des comportements problématiques entre personnes, vis-à-vis de passants, bagarres, parfois avec des bouteilles cassées avec des couteaux, mais tout ça déclenché par justement le fait que les gens sont sous influence d'alcool et donc avoir moins d'accès à l'alcool sur place, c'est intéressant pour nous. Alors cette mesure, elle a été prise en décembre. C'était suite notamment au décès, de Thomas Monjoie, donc ce policier tué le 10 novembre dernier dans le quartier. Avant cela, il y avait eu déjà pas mal de cartes blanches d'habitants, de commerçants. Il y avait aussi des travailleurs du sexe qui se plaignaient des conditions dans le quartier Nord. Cette criminalité, ces vols, cette
ces agressions donc aussi à l'arme blanche, elles ont vraiment diminué aujourd'hui? Vous constatez quand même que ça s'améliore ou pas? Moins un peu pour évaluer vraiment, hein, mais effectivement c'est ce qu'on a constaté, qu'il y a une baisse de ce qu'on enregistre, hein, donc il faut toujours être clair dans ce qu'on mesure aussi, donc ce pourquoi les gens déposent plainte et ce qu'on constate nous-mêmes. Donc ça c'est déjà intéressant. C'est vrai que le constat n'est pas nouveau, hein, de difficultés que tout le monde a dans ce secteur-là, et je rappelle qu'avant ça il y avait déjà des mesures qui étaient prises, hein, donc dans l'espace public il était interdit de consommer de l'alcool, hein, mais voilà, on constatait que si l'alcool est disponible directement dans le secteur, c'est très problématique, et donc enlever cette disponibilité était une mesure supplémentaire intéressante. Et vous parlez de ce qui a été fait directement après le décès de Thomas Montjoie, le meurtre de Thomas Montjoie, qui était une mesure beaucoup plus lourde et plus large pour tout le secteur, et donc ça dans l'évaluation on a dit tiens, qu'est-ce qu'il nous faut, qu'est-ce qui serait intéressant, et donc on a maintenu un nombre de mesures, et c'est ce que pour le futur on fait aussi avec les policiers de terrain, avec le quartier, voir tiens, quelles sont les mesures finalement qui peuvent être utiles, et tout en sachant que c'est un environnement dynamique. On change quelque chose, les gens s'adaptent à ça. Donc ça, je veux dire c'est une donnée de ce secteur aussi, hein. On change quelque chose dans le secteur, le comportement change. Mais avoir moins d'accès à des produits qui changent le comportement, c'est toujours ça de gagner. Est-ce que c'est suffisant? Non. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous pourriez évoquer peut-être des pistes? Oui, il y a un ensemble de choses. Donc, parce que vous avez parlé, je parle de comportement problématique, il y a clairement des délits, des faits de violence, etc. Donc là, je rappelle que fin de l'année passée aussi, avec le parquet, on a eu un accord pour que des magistrats de référence soient désignés. Donc qui ne vont pas nécessairement traiter chaque dossier individuel du secteur, et c'est ce qu'ils ont fait, hein, donc le procureur de roi aussi est venu dans le secteur, a fait patrouille avec des policiers dans le secteur pour vraiment être imprégné de la réalité du terrain et de ce qu'il faut pour ce terrain, dans le sens que je crois que pour les publics qui sont dans ce terrain, dans cet environnement-là, il faut une lisibilité de l'action de l'autorité. Donc il faut, quand il y a quelque chose, qu'il faut une réaction, hein, pas 3 mois, 5, 6 mois par après, mais il ne faut pas nécessairement le truc le plus lourd, mais quelque chose qui donne un signal. Et donc ça, c'est la recherche qu'on fait avec les magistrats de référence. Et donc ils connaissent le terrain, on regarde avec eux quelles sont les procédures les plus adéquates pour avoir ces résultats, hein, ces résultats plus immédiats, du tac au tac, tout en respectant naturellement toutes les procédures judiciaires. Et alors leur rôle, c'est d'imprégner au niveau du rôle légal des magistrats, tous les magistrats de ces éléments-là, hein. Donc, mais on sait que le parquet en première ligne suit assez bien ce qui se passe là. Donc il y a beaucoup de ce qu'on appelle des mises à dispo. Donc on arrête quelqu'un et puis voilà, par après la personne est mise à dispo du procureur de roi pour aller s'expliquer le lendemain. Donc il y a un assez bon suivi dans ce secteur. La recherche vraiment, et c'est ça l'espoir avec ce renforcement de l'action du parquet dans le secteur, c'est de trouver des réponses adéquates qui permettent à tout le monde, aussi les autres, hein, parce que c'est ce qui revient souvent dans ce secteur, c'est que les gens disent mais finalement on ne voit rien de l'action de l'autorité. Oui, c'est ça, il faut on un voit exemple. Tout le monde qui est là, mais on ne voit pas le résultat. Et même les policiers parfois disent on ne voit pas le résultat. Et donc c'est ça qu'on recherche. Et alors là, vous parlez de la collaboration donc avec le parquet. Il y a également la collaboration avec la police fédérale qui doit être faite, parce que dans ce quartier, bon, évidemment, il y a tous les problèmes qu'on peut rencontrer à Bruxelles, mais il y a aussi plus spécifiquement quand même des dealers, il y a du trafic d'armes aussi, il y a la question de la prostitution. Comment ça se passe aujourd'hui avec la fédérale par rapport à ça? Vous abordez beaucoup de sujets. La police fédérale, c'est beaucoup de choses aussi, hein. Donc il y a d'une part ce qu'ils font au niveau des gares, hein, le service des transports en commun qui a une responsabilité dans la gare du Nord et la gare du Midi, gare centrale, etc. Donc là il y a les concertations, mais voilà, on espère que tout le monde puisse disposer des moyens pour assumer ces missions. Par rapport aux autres aspects, la traite des êtres humains, là on a une cellule nous-mêmes, il y a un échange avec la police fédérale judiciaire. On a au niveau des stupéfiants, c'est vrai que ça fonctionne à plusieurs niveaux aussi, hein. Donc il y a la disponibilité du produit, donc la criminalité organisée, où c'est la police judiciaire fédérale, mais qui a besoin d'une bonne position d'information pour pouvoir agir. Donc il y a un plan stupéfiant en préparation sous régie de la PJF où toutes les zones participent pour justement
surtout limiter les faits de violence liés aux stupéfiants, parce qu'il y a eu quelques épisodes quand même violents au niveau des stupéfiants. Il y a aussi cette grande disponibilité. Et puis il y a au niveau local, ça c'est la mission naturellement de la police locale, c'est plus d'agir sur les comportements problématiques liés aux stupéfiants, à savoir consommation, vente, là où l'équilibre dans l'espace public est perturbé, il y a un groupe qui monopolise, donc les usagers ou les utilisateurs de stupéfiants, les vendeurs qui chassent les autres personnes, etc. Donc quand l'équilibre est... il faut être réaliste, donc on ne va pas arrêter la vente et la consommation de stupéfiants. Il y a au niveau prévention, santé, etc. Il y a d'autres choses à faire. Mais en termes d'équilibre, monopolisation de l'espace public, c'est le rôle de la police locale. Vous parlez de la police locale, elle dépend forcément de l'autorité du bourgmestre. On est situé sur 2 communes, Saint-Josse et Scarbeck. La collaboration se passe bien. Est-ce que tout le monde est d'accord pour les mêmes mesures? Il y a des accents qui sont différents, mais ça c'est le rôle naturellement c'est des décisions de politique qui sont prises par des gens qui sont mandatés pour. Mais dans l'exécution, par exemple pour les ordonnances, il y a une homogénéité. Donc il y a un échange au niveau de l'aspect juridique de la police administrative, donc de bonnes pratiques, d'avoir les mêmes lignes de conduite partout. Donc ça se passe bien, oui. Est-ce que vous, alors c'est une question un petit peu plus politique évidemment, mais puisqu'on parle de cette collaboration entre Saint-Josse et Scarbeck, on sait que par exemple sur la prostitution, on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde entre les deux, mais est-ce que vous avez l'impression qu'on a un peu laissé tomber ce quartier nord? Est-ce qu'on a laissé tomber, on baisse les bras? Je ne sais pas si quelqu'un baisse les bras. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dedans, en tout cas. Et c'est ça pour moi aussi. Il y a des ordonnances, il y a le travail policier, il y a des arrestations à faire, il y a de l'ajustement avec le parquet. Mais pour moi, il y a aussi rassembler les forces vives, toutes les ressources. Il y a plein d'ASBL, d'associations, d'institutions qui travaillent tous les jours là-bas et qui ont des difficultés à continuer ce travail. Donc il y a aussi un aspect de renforcement quelque part des alliés, des ressources. On a un rôle là-dedans. En fait, chaque fois que quelqu'un s'installe dans le quartier, même une administration ou un hôtel, il commence par dire tiens, on a une responsabilité vis-à-vis du quartier, on veut faire des choses. Et donc ils commencent à faire des choses et sont confrontés à ce sentiment d'insécurité, parfois cette insécurité et la propreté. Et donc c'est clair que je crois que cette coordination doit mieux se passer. Il y a des bases donc il y a un comité de concertation Nord. Je crois que ça doit prendre plus son envol encore pour être efficace. Mais je crois que là l'amélioration peut être faite. Et il faut dire aussi que c'est un secteur dans lequel il y a pas mal de maisons qui sont vides. Il y a eu une spéculation parfois. Il y a des grands projets immobiliers en attente, etc. Et donc ça fait que il y a des bâtiments qui sont désaffectés alors squattés. Donc c'est très problématique pour le sentiment de sécurité et de l'insécurité dans le secteur. Quartier plus complexe. Et justement, vous parlez... Parfois complexe, parfois les choses sont assez simples aussi. Il faut parfois le dire aussi. C'est quand même aussi un secteur dans lequel parfois, c'est ce que rapportent mes policiers, c'est que parfois il y a des gens qui se font arrêter parce qu'être en cellule, avoir un lit, avoir un repas et accès à des sanitaires, même si la porte est fermée de l'extérieur, c'est une sécurité, ne fût-ce que pour quelques heures. C'est un but recherché. Et donc, si on peut appeler ça complexe, on peut appeler ça simple aussi. Je crois qu'il y a des groupes de personnes pour lesquels il y a un besoin qui n'est pas rencontré et qui cherchent à rencontrer ce besoin en instrumentalisant des services, des procédures qui ne sont pas faites pour. Olivier Sloss, une dernière question. Vous avez parlé de bâtiments justement inoccupés et squattés. Un petit peu en périphérie de ce quartier nord, il y a le 48 rue des Palais, le Palais des Droits comme on l'a renommé, où la situation sanitaire est très compliquée, où la situation aussi en termes de sécurité. On a entendu à un moment donné que les policiers ne voulaient plus rentrer dans le bâtiment. Est-ce que c'est le cas ? Non, ce n'est pas le cas. Très clairement, on intervient. La seule chose, c'est qu'on n'intervient pas n'importe comment dans un environnement comme ça. Donc il y a effectivement la situation sanitaire. Et donc ça veut dire que quand on intervient, il faut se munir des moyens de protection adéquats pour éviter d'être malade aussi. Bien sûr. Et puis il y a naturellement, au niveau de la tactique d'intervention, c'est pas un environnement dans lequel on intervient à deux non plus. Et donc il faut
Ce sont des interventions qui se préparent. Mais voilà, s'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, on intervient, c'est clair. Les services de secours, pompiers, ambulanciers aussi. Mais c'est vrai qu'il y a une coordination entre, parce que c'est difficile au niveau sanitaire, au niveau humain. Et donc, voilà, c'est une situation qui ne peut pas perdurer, ça c'est clair. Ouais. Merci beaucoup Olivier Sloss d'être venu nous expliquer un peu les faits, la réalité du terrain. Je rappelle que vous êtes chef de zone de la police Bruxelles Nord. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir.